Et si on parlait un peu argent dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, on va parler des plus-values. C'est ce que vous recherchez quand vous investissez dans l'immobilier. Et encore une fois, j'ai réuni une belle brochette de passionnés et d'experts. Un épisode qui vous est offert par Brico, PNV, Eloya, Imovlan et Belle Charge. Et à mes côtés, encore une fois, je suis heureux de le retrouver. Ken Van Petegem, bonjour. Monsieur Davy, bonjour. Monsieur Winvest, il est coach, il est quoi d'autre, agent immobilier? Tout ce que tu veux. Il fait tellement de choses. Attila, qu'on retrouve encore une fois. Comment ça va, Attila? Ça va et toi, tu vas bien? Très bien, merci. Alors, le CEO d'Imovlan, Eric Spitzer, qu'on voit partout. Ça va, Eric? Ça va, ça va. Ah ouais, on fait des petits événements de rentrée. J'espère représenter aussi une plus-value pour cette émission. Oh, je suis sûr, c'est pas mal. Non mais c'est clair, c'est clair. Bon, on va parler effectivement de plus-value puisque c'est un peu ce qu'on recherche, notamment quand on fait de l'investissement immobilier. On recherche cette belle plus-value. Mais d'abord, et j'ai envie que vous nous fassiez rêver un peu pour introduire cet épisode. Quels sont vos plus beaux coups ou histoires, anecdotes justement autour des plus-values? On va terminer par Attila parce que je pense que ça va être un feu d'artifice. Il est hors catégorie. Il est hors catégorie. La belle pas Attila pour rire. Je flaire les bonnes affaires. On n'est pas dans le même délire. Hein. Moi, je suis dans du résidentiel très classique et en fait, mes plus-values, je les utilise pour faire d'autres achats. Okay. Donc, je ne suis pas dans de l'achat-revente, moi. Donc, je fais des achats, je réévalue derrière les biens et avec la plus-value fictive, en réalité, que la banque m'octroie, je peux faire d'autres investissements. Donc, moi, pour l'instant, je n'ai pas encore fait d'achat-revente. Mais les plus-values fictives que j'ai pu faire vont jusqu'à 50, 60 000 euros de plus-value le lendemain des travaux. Bah, c'est pas mal. Eric? Moi j'ai fait un x2. C'est pas mal aussi. Oui, ça se prend. Sur quoi? Sur ma première opération immobilière, alors c'était il y a 20 ans. Et on avait acheté, on a un peu sué, hein, on avait acheté une usine désaffectée à 10. Et donc on avait passé commande, donc on avait dû faire le permis d'urbanisme qui avait pris plus d'1 an, on avait passé commande des travaux, chacun avait fait son truc et puis je suis resté, donc j'ai habité dedans pendant quelques années puis j'ai revendu et au final on a quasiment fait x2 parce que évidemment on avait acheté le bout d'usine pour très très peu cher parce que c'était un chancre, il n'y avait rien et on avait pris tous les risques donc évidemment comme la rentabilité avec le risque, quand on a vendu, on a bien vendu. Attila, calme-nous un peu tous là. Ok. Donc moi des plus-values j'en ai fait beaucoup forcément parce que depuis 2014 je fais principalement de l'achat-vente. Donc mais mon plus gros coup c'était il y a 2 ans, j'ai dégagé une plus-value d'1,8 million sur une opération. Donc on a investi 4,5 millions, on a revendu à 6,5 millions plus ou moins. Donc pas mal. Voilà. Et ça c'est un peu tous les jours que tu fais ça? Tous les jours, non, pas ces montants-là. Par contre, annuellement, sur chaque opération, il faut se dire que sur une opération où j'engrange 700, 800 000 ou 1 million d'euros, on en récolte facilement 400 000 euros de plus-value. C'est vrai que toi, tu disais justement en préparation, t'es un marchand de biens, c'est vraiment ton activité, t'es un professionnel de l'immobilier. Tu dis, toi, en dessous de 400 000 euros de bénéfices potentiels de marge, j'y vais pas, quoi. Ça dépend du produit. Maintenant, si c'est, comme je disais, tout dépend du montant de l'investissement. Si j'ai investi 1 million d'euros, forcément, je m'attends à avoir au minimum 300 000 à 400 000 euros de marge. Pourquoi? Parce qu'une opération, ça prend plus ou moins 18 mois. Entre l'achat, donc le préavis qu'on donne aux locataires. Donc j'achète un immeuble, 4 appartements. Les 4 sont loués, il faut donner un préavis à ces locataires. Ça dure 6 mois. Si vous avez de la chance, ils sont tous partis au bon moment. Ensuite, vous entamez vos travaux. Ça va prendre plus ou moins 8 mois. À la fin des travaux, on met la commercialisation. Il faut compter 1 mois pour la vente. Et puis 4 mois pour passer les actes. Donc en fait, j'encaisse mes profits au bout de 18 mois. Ok. Quelles sont vos plus-values à vous, les amis? Vous les mettez en commentaire, ça peut être sympa qu'on en parle. Et vos techniques surtout aussi, puisque c'est un peu l'objectif de cet épisode, c'est de partager toutes les techniques, les manières de penser, de réfléchir pour essayer de maximiser ses profits. On le rappelle aussi que c'est pas uniquement ça le but d'un investissement immobilier, c'est pas forcément toujours uniquement la recherche du plus grand bénéfice, quoi. Non, le but de tout investissement, c'est de générer une rentabilité, quelle qu'elle soit. Donc dans la rentabilité immobilière, il y a le loyer qu'on peut recevoir quand on garde le bien et au fur et à mesure la plus-value. Donc ça fait partie du jeu aussi, quoi. Je vais reformuler, je veux dire pas à tout prix et à n'importe quel prix. Parce que sinon, on peut tomber dans le piège alors des marchands de sommeil qui vont chercher une belle rentabilité. Mais c'est pas ça qu'on veut promouvoir dans cet épisode-là. On est bien d'accord. On ne fait pas la promotion des marchands de sommeil. Alors, quand on parle de plus-value, on parle de quoi exactement? Pour clarifier, ça paraît une question bête, mais on parle de... C'est simplement la différence positive, on l'espère, parce qu'on peut aussi faire des moins-values, mais c'est la différence entre à la sortie de l'opération, donc quand on revend le bien, le montant qu'on touche,
et les montants qu'on a engagés, donc l'achat, les frais, la rénovation, les frais de commercialisation, les taxes, enfin bref, tous les frais qu'on a dû supporter au début de l'opération, depuis le début de l'opération. Donc si on a acheté un bien, effectivement, 600 000 euros, qu'on a commencé à faire, à le diviser, à faire les travaux de rénovation, etc., payer les taxes, les intérêts à la banque, tout ça nous a coûté 1 million d'euros et que finalement, il y a 4 unités qu'on peut vendre chacun à 350 000 euros, pour faire simple, eh bien 350 000 x 4, ça fait 1,4 million. On a eu 1 million de frais en tout. La plus-value, chez Monsieur Attila ou chez Monsieur Eric, c'est 400 000 euros. C'est une plus-value brute, évidemment, et il n'y a pas de loyer. Hein. Là, on se déleste, on vend, on se décharge des biens, ils sont plus à nous, on les a revendus. La plus-value, c'est que à la revente qu'on la détermine? Moi, la plus-value, je la détermine à l'avance. Ouais. Parce que si c'est à la revente, c'est un coup de poker, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Mon calcul est simple. Je trouve un bâtiment, je me dis ok, le prix d'achat c'est autant, combien je vais pouvoir le revendre, fini. Donc je fais une petite analyse de marché, je me dis ok, dans ce quartier j'en ai un pour le moment, projet Noyer 110, je me suis dit ok, c'est un immeuble, béton, 4 unités, on me l'a proposé, bon je veux dire le prix, je l'ai négocié à 725 000 euros, plus frais d'enregistrement 800 000, je me suis dit ok, je vais taper 250 000 euros de travaux dedans, le prix moyen de vente dans le quartier c'est des 2 chambres 90 mètres carrés, je vais tourner autour de 380 000 euros, bah, je fais 380 fois 3, plus le rez-de-chaussée c'est un appartement, une chambre jardin, 350, j'arrive plus ou moins à 1 450 000, avec mes travaux j'arrive sur entre 1 million et 1 million 100 000. Et voilà, le delta de 300 000 euros, ça va être la plus-value sur cette opération. Et si moi je suis plutôt dans l'investissement locatif, quel est le calcul que je fais à ce moment-là, Ken, pour pouvoir calculer entre guillemets ma rentabilité plus qu'une plus-value à ce moment-là? Là, il faut maîtriser, donc je vais quand même un peu nuancer. Ici, Attila, il maîtrise parfaitement le marché. Donc quand tu connais pas et que tu dis ici, je crois que le prix ça vaut autant, et si je fais les travaux de autant, je vais pouvoir vendre à la découpe. C'est plus compliqué que ça, il y a des règlements urbanistiques à respecter, il faut connaître des entrepreneurs, des architectes qui vont vous accompagner dans ces dossiers, qui vont vous faire des prix, parce que là aussi, la marge, il peut se la faire, parce qu'il a des amis, je suppose, après le temps, Exactement. qui travaillent pour lui, qui lui font des meilleurs prix, parce qu'il amène souvent des dossiers. C'est ça. Tout est un microcosme quand tu fais ça. Donc quand tu es privé et que tu veux faire de l'achat-revente, t'oublies, c'est compliqué, c'est difficile, il y a de la concurrence sur le marché, ce qui est Attila, mais il y en a plein d'autres qui sont en société, qui sont des équipes, tu vois, qui gèrent ça. Donc monsieur et madame, tout le monde qui nous regarde et qui vont faire l'achat-revente, soit ils sont très riches pour le faire, mais je trouve que l'achat-revente pour un client lambda, entre guillemets, s'il peut faire une revente à la plus-value, enfin une plus-value à la revente, pardon, c'est qu'il a fait un bon achat. Et dans des moyens financiers normaux, garde-le, tu vas faire un bon revenu locatif, tu vas pouvoir l'utiliser pour faire d'autres achats et créer petit à petit un patrimoine immobilier qui est très facile à gérer, parce que lui il le dit avec le sourire et tout, c'est dur, hein. C'est dur, 18 mois de chantier, hein, avec des locataires qui veulent pas partir, qui payent plus parce que tu les mets dehors et tout, c'est compliqué, hein. Donc pour revenir à ta question principale, quand tu fais de la location, il faut savoir combien ça va me coûter, quels travaux je vais faire, combien vont me coûter ces travaux, tous les frais additionnés, et puis à quel revenu locatif je vais pouvoir le louer. Et donc j'additionne mes loyers. Moi, en général, je conseille d'additionner par 9 mois pour éviter les vides locatifs, le précompte immobilier à payer, des charges de propriétaire, un imprévu. Et puis tu divises ça par le montant que ça t'a coûté totalement, c'est-à-dire ton achat, tes travaux, tes frais. Et voilà, et là tu as ta rentabilité locative. Eric, les amateurs comme moi, ils vont aller à la banque, ils vont demander un crédit, je vais avoir une mensualité de 1300, puis je vais m'intéresser au marché locatif, je vais me dire ok, je peux le louer à 1000 euros mon appartement, ouais je perds 300 euros, je fais pas de plus-value quoi. Réflexion d'un amateur comme moi. Débile, ouais. Oui, ben voilà, Truc, voilà, tu me réponds quoi? fatigant. C'est fatigant, Olivier. C'est un excellent animateur, mais un piètre investisseur immobilier. Non. En fait, c'est vrai, il y a certains cas de figure où on est en cash flow négatif. Ouais. Et on accepte ça. Pourquoi? Parce que on a les sous. En plus, si on doit mettre 150, 200, 300 euros par mois en plus de ton loyer, on dit ok, ça va pas me plomber mon budget, donc j'accepte. Ce qu'il y a, c'est que tu empruntes en fixe, en général. Hein, tu fais pas des variables et tu prends pas de risques. Tu empruntes en fixe. Donc, ta mensualité, d'abord, pendant 15 ou 20 ans, elle va être toujours la même. Ton loyer va augmenter au fur et à mesure avec l'index. Tu vas pouvoir l'indexer. Donc, tes 300 euros, on va dire, de cash flow négatif au départ, vont devenir 280 et puis 250. Et puis, à un moment, tu vas être à l'équilibre et puis, à un moment, ça va monter. Deuxièmement, ton bien, tu continues de le louer, ton crédit, à un moment, il s'arrête. Et donc, au final, là, on va dire, le cash flow que tu as est un cash flow pur pour toi. Tu n'as plus de frais. Donc, il faut voir avec la banque les formules qu'on peut privilégier. Tu as
tu empruntes le plus longtemps possible, fatalement, ta mensualité va être plus faible, donc ta différence de cash flow, parfois tu vas peut-être directement en cash flow positif. Parfois tu peux dire aussi j'emprunte à terme fixe, je ne rembourse le capital qu'à la fin. Là, tu vas tout de suite en cash flow positif, puisque tu ne payes que des intérêts. Tu payes plus d'intérêts, mais chaque mois, tu as des sous sur ton compte en plus par rapport au loyer que tu perçois. Donc, il faut voir aussi, évidemment, un petit peu en fonction de ton profil et de la disponibilité que tu as toi. Mais ce n'est pas spécialement une mauvaise opération d'avoir un cash flow négatif. Tu parlais, Ken, de ces facteurs qui peuvent influencer. Tu parlais des travaux, il faut être bien entouré, etc. Quels sont tous ces trucs qui peuvent influencer la plus-value ? Première chose, c'est les travaux. Quand tu achètes ta maison dans laquelle tu vas vivre, d'office, madame, elle veut une plus belle cuisine que ce qui était nécessaire ou une plus belle salle de douche et tout. Et donc ça c'est les travaux. Monsieur. Oui. Peut-être monsieur. Oui. Aujourd'hui, monsieur aussi. Et Eric avec son petit tablier Bob l'éponge, je peux te dire qu'il est sexy. Moi, je cuisine beaucoup plus que ma femme. Mais je veux dire, tu vois, quand tu vis dans ta maison, tu vas d'office mettre une plus belle cuisine, une plus belle salle de bain, qui ne t'apporte pas d'office une plus-value plus importante. Tant que ta cuisine est efficace et propre, c'est très bien. Donc moi, je dis souvent à un client, faites des travaux qualitatifs, mais pas exagérés dans les prix. Donc ça sert à rien d'aller mettre du marbre, d'aller mettre des cuisines avec un îlot central de dingue et tout. C'est pas nécessaire. Tant que la cuisine est utilitaire, c'est très bien. Et rester classique, blanc, bois, c'est très facile. Vous cassez pas la tête. C'est-à-dire que si tu vises l'investissement, faut vraiment pas aller dans des trucs trop chers, trop spécifiques, parce que un certain style ne va pas plaire à un autre locataire. Donc, si c'est pour louer, il faut que ce soit le plus neutre possible, vraiment basique, correct, solide, mais pas des trucs incroyables, quoi. Ça, c'est sûr. Et la logique de se dire que les matériaux que je vais choisir, je vais les choisir de très bonne qualité parce que je pourrais louer plus cher. C'est une bonne réflexion ou pas ? Non, parce que s'il les abîme, c'est plus cher à réparer déjà. Okay. Et tu vois, si tu as un sol qui coûte un tiers du prix, tu peux déjà faire 3 fois le sol avant que celui-ci était rentable, tu vois. Et un sol, c'est un sol. Évidemment, tu mets pas du balatum au sol. Là, les gens vont dire c'est pas qualitatif ici. Mais tu mets un beau stratifié. Aujourd'hui, ils font des imitations parquet en balatum, en lino. Ouais. C'est très bien. Visuellement, c'est très beau. Même le toucher est beau. Il faut essayer de trouver des matériaux qui rendent le truc sympa, tu vois. Il faut pas être cheap, quoi. Il faut pas mettre un balatum gris au sol, c'est dégueulasse. Attila, toi, dans tes vidéos, tu parles souvent quand même que tu vas rechercher la qualité. Exactement. Mais en fait, tout dépend. Moi, pour ma part, donc il faut distinguer dans ma société les deux activités que j'ai. J'ai de l'investissement locatif et j'ai des opérations achat-vente. Okay. Les opérations achat-vente, forcément, j'essaye de faire des produits de qualité. J'essaye pas, je le fais. Je fais des produits de qualité. Donc, je mets l'accent sur beaucoup d'éléments. Donc, au niveau des revêtements de sol, par exemple, je vais pas mettre du stratifié, mais je vais mettre du semi-massif chêne blanchi. Okay. La cuisine, je vais pas mettre à la vente. Je vais pas mettre une cuisine Ikea. Je vais mettre une cuisine d'un cuisiniste. Pourquoi ? Parce que c'est des éléments qui apportent vraiment une valeur ajoutée au produit. J'ai remarqué que lorsque je vends, les principales choses auxquelles les candidats acquéreurs font attention, c'est les revêtements de sol, les châssis forcément, la salle de douche qui doit être magnifique et la cuisine. Voilà. Ensuite, je mets des radiateurs faceless ou en tôle ondulée. Ils ne voient pas trop la différence. Que je mets des portes avec des charnières visibles ou invisibles, ils ne voient pas la différence. Donc pour la vente, effectivement, moi je suis dans un créneau où je suis autour de la Commission européenne principalement pour mes projets. Je mets la barre assez haute pour la vente. Alors j'ai mon... Excuse-moi, tu fais ça pour attirer ce type de clientèle-là ou tu fais ça parce que derrière tu peux vendre plus cher ? Je fais ça parce que ce type de clientèle-là sont exigeants. Ils ont des fonds, mais ils en veulent pour leur argent. Alors aujourd'hui, ils vont sur le marché du neuf. Les produits qu'ils peuvent découvrir, c'est tous les mêmes. C'est du copier-coller. Okay. Moi ici, je mets la qualité au-dessus du neuf. Donc je vais vraiment plus loin sur le marché du neuf. Donc ils ont des produits qui ne peuvent pas retrouver dans le neuf. Alors pourquoi ces personnes-là et ce marché en particulier ? Parce qu'ils ont un pouvoir d'achat assez élevé. Il faut savoir une chose, c'est que Bruxelles, par rapport à la moyenne européenne, les prix à Bruxelles sont ridicules en fait. On parle maximum 4 500, 5 000 € le mètre carré dans les top situations. Il faut savoir que lorsqu'on a un Italien, un Espagnol qui vient de Barcelone, un Italien qui vient de Rome, ou on a même un Bulgare qui vient de Sofia, c'est 5 000 €, 6 000 € minimum le mètre carré. Donc pour eux, Bruxelles, c'est une aubaine. Ça coûte pas cher. Donc effectivement, ils ont contribué à la hausse des prix.
à Bruxelles également, mais c'est un marché pour lequel on a toute cette manne d'Européens qui veulent investir dans la capitale. Ouais, c'est-à-dire que toi, tu vises alors sur une certaine niche. C'est-à-dire que tes produits, tu peux pas les proposer non plus, on va dire, aux jeunes couples qui lui, n'a pas l'habitude des prix à Barcelone ou à Londres. Si. Parce que mes produits, au final, je dépasse rarement les 4 000 euros le mètre carré. Oui, donc je ça reste va. dans des tranches raisonnables aussi. Mais pour en revenir à l'investissement locatif, par exemple, j'ai un parc immobilier locatif, où là, mes rénovations, je passe plus par du stratifié. Je mets une cuisine Ikea, je fais toujours des beaux produits, mais on va dire que l'investissement en termes de matériaux, il est plus faible que lorsque c'est un produit qui est destiné à la vente. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une usure dans le temps. C'est nous qu'on devra de nouveau prendre en charge cette rénovation. Donc, de manière à pouvoir pas avoir des coûts trop élevés pour l'investissement locatif. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Attila, et ce que je retiens, c'est que dans sa stratégie, dans sa manière de réfléchir, il faut aussi penser à son futur public cible qui peut justement impacter le type de rénovation, le type de cuisine qu'on va mettre, etc. Bien sûr, tout dépend du quartier dans lequel on se trouve. Si on est dans une situation triple A, forcément, si vous êtes autour de Montgomery, ça va être des rénovations qui vont être différentes que si je suis, par exemple, j'ai un bâtiment rue de l'Agriculture à Scarbeck dans le quartier Helmet, le public est différent déjà. Le revenu moyen par habitant est différent, donc on s'adapte. Si je fais un projet là, je vais m'adapter au budget moyen des acheteurs ou des candidats locataires dans ce quartier. Tandis que si je suis dans un quartier triple A, forcément le budget moyen est plus élevé, donc j'adapte mon projet par rapport à la population et leur pouvoir d'achat. Ok, pas mal Eric. Oui, pas mal, il est fort. Eric, dans ce que tu peux voir sur ta plateforme, ta belle plateforme Imovlant, est-ce que tu observes des stratégies, des petites choses pour justement vendre plus vite et vendre mieux ? Non, ce qu'il y a, c'est que donc si on veut faire une plus-value, la base, c'est pas. On connaît les prix de vente. On va pas pouvoir battre un marché. Tu vas pas pouvoir dire, moi, j'ai déterminé que mon prix c'était 5 500 euros du mètre carré, donc ça, c'est pas possible. Il y a une telle offre aujourd'hui. Surtout dans on va dire la vente, c'est plus post-Covid où on pouvait faire des folies, enfin où les gens faisaient des folies. Aujourd'hui, on est plutôt dans un marché d'acheteurs où l'acheteur a plus le pouvoir de négociation. Donc on va pas pouvoir battre le marché au prix de vente. Donc le secret, c'est de pouvoir boucler son opération en coût assez bas que pour pouvoir faire son bénéfice. Comment est-ce qu'on fait ça ? En achetant bien. Et en ayant les équipes et en projetant bien le truc et en choisissant les bonnes options pour une rénovation, etc. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, ce qui est important, et là je me tire peut-être une petite balle dans le pied au niveau Imovlant, mais voilà, il faut informer les gens. Je pense que les investisseurs achètent aussi en off-market. C'est-à-dire qu'on sait que tu cherches un bien, que toi tu as l'habitude d'acheter, rénover. Quand un agent immobilier ou quand quelqu'un rentre un bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appeler en disant « T'es en la recherche, j'ai entendu que j'ai quelque chose qui vient de rentrer, qui n'est pas encore sur le marché. Est-ce que ça peut t'intéresser ?» Moi j'ai déjà eu plusieurs fois des cas où on m'appelait, où j'allais visiter, alors tu fais l'opération, tu la fais pas, etc. Mais les marchands de biens, comme ils sont connectés au marché, ils ont aussi la possibilité d'avoir les informations un peu avant les autres. On a beaucoup parlé du marché et des travaux qui peuvent influencer. On sait que le contexte est quand même particulier avec le coût des matériaux qui est quand même assez élevé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore vraiment moyen de faire de belles plus-values ? On entend tout doucement des gens dire que c'est de plus en plus difficile de faire des plus-values dans l'immobilier. C'est-à-dire que de nous, c'est comme tout, celui qui pense qu'il va arriver alors qu'il n'a jamais fait une opération immobilière, qui pense qu'il va arriver en disant je vais remettre une chouette cuisine, une chouette salle de bain, un semi-massif et faire 200 000 euros de plus-value, qu'il fasse autre chose. Ça, c'est pas possible, il faut être réaliste. Mais oui, il y a encore moyen de le faire. Il y a des petites techniques qu'on peut partager. Un truc qui est assez tendance et qu'on voit beaucoup, c'est j'achète un immeuble ou une maison et je la découpe en plusieurs lots. Ça, c'est pareil que c'est une technique. Un grand classique. C'est un classique, mais qui permet de faire de belles plus-values. C'est dur aujourd'hui, parce que. Pas bien dans le micro. Pardon, excuse-moi. C'est dur aujourd'hui parce que ce genre de choses, tu dois passer par la commune et faire une demande de régularisation urbanistique. Et Attila va confirmer. Aujourd'hui, les communes, elles sont compliquées. Donc, tu as un bâtiment, tu dis tiens. Ça a l'air très facile à diviser en 3, puis tu vas avec ton projet à la commune, tu dis tiens voilà j'aimerais diviser en 3, et puis il y a la bobonne de
du côté La brave la brave fonctionnaire dame, de l'urbanisme. fonctionnaire d'urbanisme qui La va dire bobole. en fait je voudrais un duplex inversé au rez-de-chaussée et en haut vous allez me faire une toiture végétale avec je sais pas quoi, il faut des panneaux solaires, il faut un code pour les vélos, un code poubelle et tout, donc vous allez devoir creuser des caves et puis t'es là, merde mais moi j'ai déjà acheté mon bâtiment, je pensais que je pouvais diviser comme j'ai vu Attila à la TV et puis je l'ai dans le baba, tu vois. Attends. Ce qui se passe, c'est que pour une division d'immeubles, ça dépend. Aujourd'hui, on a cette formidable chose qui s'appelle les renseignements urbanistiques, chose qu'on n'avait pas à l'époque. Donc, quand tu achètes un bâtiment, au préalable, tu sais combien d'unités sont reconnues par l'urbanisme. Donc, il te dit, il y a un logement. On va prendre une maison typique bruxelloise. Ok, on a un rez surélevé, un rez surélevé, un premier étage, un deuxième étage et des combles. Ok, type classique. Tu veux diviser cet immeuble. Alors là, je vais donner une petite astuce aux gens. Donc là, tu parles d'une maison unifamiliale à la base. Non, une maison où il y a 3 unités qui sont reconnues. Déjà reconnu. ok. Déjà reconnu. Tu veux la diviser, le problème il se pose au moment où ils te disent que les combles c'est des locaux accessoires au logement du deuxième étage et au niveau du rez-de-chaussée inférieur, il te dit que c'est des locaux accessoires au rez-de-chaussée supérieur. Donc si tu veux vraiment le diviser et avoir une appellation duplex pour le rez inférieur et supérieur, le premier étage ça reste une unité et le deuxième plus comble, l'appellation duplex parce que toi tu as tout bien aménagé en duplex, tu dois passer par la case permis. Et là c'est chiant parce que ça va te prendre 1 an et demi, tu vas devenir dingue. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu contactes un bon géomètre, tu lui dis, écoute, dans la division, je ne veux pas que tu m'indiques le nom des locaux. Tu crées des lots. Donc, c'est-à-dire que tu crées un lot, c'est l'espace inférieur plus l'espace supérieur. Tu crées un lot au premier étage et tu crées un lot 3 qui reprend le deuxième et les combles. Et tu vends sous forme de lot. À ce moment-là, toi, en tant que vendeur, tu te décharges de ta responsabilité sur l'infraction urbanistique. Parce que je te vends un lot, je te vends pas un duplex, je t'ai vendu un lot. Ok, un donc- lot de 120 mètres carrés aménagé. Mais je t'informe que, voilà, urbanistiquement, c'est reconnu comme des sous-sols ou comme un grenier. Ok, Ken, c'est une pratique acceptable ça? Tant que tu dis la vérité au client, il n'y a pas de souci. Tu peux vendre Ouais. un bien en infraction urbanistique sans problème. Tu dis, tiens, voilà, pour l'instant, c'est reconnu comme comble, mais nous, on a aménagé la Voilà. chambre. Voilà, moi, je le vends comme ça. À vous de le régulariser ou pas derrière, tu vois. Ok. Exactement. À partir du moment, comme il l'a dit, tu es honnête avec ton acquéreur. J'ai vendu un troisième plus comble qui était aménagé sur un projet à Scarbeck. La personne qui me l'a acheté, il était responsable de l'urbanisme à la région de Bruxelles. Il a dit, ok, je le prends, je le régulariserai moi-même. L'important, c'est de donner la bonne information. Et pourquoi il faut vendre sous forme de lot? Pour enlever ta responsabilité. Pour qu'ils te disent pas un jour, tu m'as vendu un duplex, mais c'est pas un qui duplex. n'est pas un duplex. Voilà, exactement. Donc, j'ai vendu un lot. C'est comme si tu peux pas non plus vendre une chambre en sous-sol, c'est pas possible, par exemple. Tu peux avoir un bureau, mais bon, si le type décide de mettre son lit et de dormir dedans, bon, tu vas pas aller vérifier. Donc voilà, on est quand même un petit peu dans la zone grise. Mais voilà, par contre, ce qui est un peu plus compliqué, c'est quand tu achètes une maison unifamiliale. Ouais, là, Donc ça, c'est une maison dans laquelle, mais tu vois que c'est les grandes maisons bruxelloises dans laquelle effectivement on peut faire. Mais là, tu es obligé de passer par la case urbanisme parce que tu dois diviser cette maison en plusieurs unités. Et là, tu n'as jamais, avant d'avoir passé ton acte, jamais la certitude d'avoir ce que tu attends sur la demande de permis. Peut-être on va te dire, tu voulais faire 4 unités, pas possible, tu peux en faire que 3. Ben là, tout ton plan financier, tu dois le revoir à la baisse, quoi. ouais, c'est un risque. C'est un risque, mais de temps en temps, quand tu prends ces risques-là, tu fais des belles plus-values. Lorsque je vais acheter une maison de maître, une maison bruxelloise, et que c'est une unifamiliale, forcément, je vais payer moins cher que si c'est une maison qui a 3 unités reconnues. Et le vendeur, il en est conscient, en fait. Je dis, monsieur, voilà, il y a 400 mètres carrés, vous en avez fait 3 appartements, mais ils sont pas en ordre urbanistique. Moi, je vais bien vous l'acheter, mais je vais pas vous le payer au prix de 3 appartements. Je vais vous le payer au prix de la maison unifamiliale. Et après, je prends le risque d'introduire un permis et d'avoir ou pas mon permis pour avoir 3 unités et les revendre ou les Il y a d'autres légalement. possibilités de découpage qui peuvent être intéressantes. Non, c'est compliqué. En vrai, c'est l'agencement de l'immeuble qui le permet. Ouais. Donc, à Bruxelles, tu as plein d'immeubles, des maisons unifamiliales qui sont louées à la découpe depuis des années. Le propriétaire dit oh, ça a toujours été comme ça. Mais là, comme Attila l'a dit, il y a les renseignements urbanistiques. Et donc, dans les renseignements urbanistiques, il est dit que c'est une maison unifamiliale. Là, tu ne sais pas découper, sauf si tu fais ton plan urbanistique. Et puis, tu as des immeubles de rapport qui sont déjà découpés. On a déjà les plans à la commune. C'est déjà reconnu comme des immeubles avec plusieurs unités. La découpe, elle est là, elle est sur Ouais, les plans. c'est facile, ça. Tu vas pas te casser la tête à faire d'autres découpes. Donc,
soit tu as une maison unifamiliale, tu la découpes avec un plan d'architecte, tu vas déposer ton permis à la commune, soit c'est déjà fait, tu le découpes comme c'est déjà fait, quoi. Donc on a le découpage en plusieurs lots qui est vraiment une technique classique. Est-ce qu'il y a d'autres techniques l'optimisation de la surface, c'est aussi quelque chose qui peut... L'optimisation de la surface, bêtement la rénovation. Je veux dire, tu peux acheter aujourd'hui le PEB, on va pas refaire un épisode PEB, on en a déjà fait quelques-uns. Voilà, simplement acheter un appartement, une unité toute bête, pas une maison, mais un appartement, le rénover, le revendre, ça fonctionne aussi. Là, il y a aussi une population, on va dire, dont on n'a pas parlé, qui sont les bricoleurs. Il y a des gens qui bossent, qui ont un travail, mais qui sont habiles de leurs mains, ils font l'électricité, ils font la plomberie, c'est pas des rénovations lourdes, et ils n'ont pas besoin de permis, ils achètent un appart, ils le rénovent, ils le retapent, ils le revendent, et puis ils en font un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et tu vois, tu parlais d'optimisation des surfaces, c'est ça. Admettons, j'achète de nouveau cette maison bruxelloise, j'ai le propriétaire, mais rien n'est aménagé. Je dis, écoute, le grenier, pour moi, ça n'a pas de valeur, ça vaut quoi 300 € le mètre carré, c'est un grenier. Les sous-sols, je suis désolé, c'est des locaux accessoires au bâtiment. Donc pour moi, c'est pas des surfaces utiles qu'on peut vendre ou qu'on peut mettre en location. Donc forcément, quand j'achète, je négocie ça. Okay, et moi, je les optimise justement par la suite en les aménageant, que ce soit les combles ou le réinférieur. Donc en somme, quand tu veux faire une division, ce qu'il faut, c'est d'avoir le moins possible de parties communes et le plus possible de parties privatives. Parce que c'est le privatif que tu vends. Le commun, il reste acquis à la copropriété, il n'a aucune valeur. Donc quand tu vas justement, voilà, si tu as le malheur de devoir faire un permis et qu'on t'impose un local à vélo, un local poubelle, un local concierge, mais c'est des mètres carrés que tu perds, que tu peux plus vendre en fait. Donc tu as toute une partie de l'immeuble que tu dois supprimer. Tu vois, donc c'est pour ça que voilà, il y a des petites techniques comme je t'ai cité, donc en vendant des lots, etc. Tu peux éviter ce genre de soucis. Il y a une anecdote que tu as racontée sur tes réseaux qui est assez intéressante parce que tu avais eu un retour négatif de l'urbanisme pour une histoire de cote à vélo ou d'emplacement de vélo. Et au final, tu as persévéré, tu as répondu encore. Et pour un bel changement, raconte, c'est incroyable. Ok, mais vous allez vous poser des questions sur les administrations et leur fonctionnement. Hein. On aime se poser des questions. Ok, je vous explique comme une d'Oderghem. Je vais avec mon architecte. Un vieil immeuble abandonné que j'ai racheté avec des squatteurs. J'ai déposé un permis, on l'embellit. Magnifique, hein, le projet en 3D, les visualisations, etc. Tout le quartier est content parce que cet immeuble, il y a des squatteurs qui sont là. La police passe toutes les semaines. Donc tout le monde m'applaudit. Enfin, quelqu'un a racheté cet immeuble. Je suis à la commune, je dépose le permis. Je me retrouve en commission de concertation. On est assis avec mon architecte pendant 1 heure. Il y a les chefs de l'urbanisme et puis ces architectes, qui étaient là, des architectes communaux. Ils détruisent mon architecte pendant 1 heure. À un moment donné, j'en ai marre, je tape sur la table. Je dis, mais vous faites quoi, vous, au fait ? On vous dépose un super beau projet sur un produit qui fait tache dans le quartier. C'est ce boulevard des Invalides, c'est une belle situation. Je dis, vous, depuis 1 heure, vous êtes en train de démolir le projet. Donc on voulait me faire enlever un garage pour en faire un local à vélo. Finalement, non. J'ai été voir mon conseil, Maître Vanny Perzel, comme ça il fait un peu de pub, spécialisé en droit de l'urbanisme. Donc je le prends avec moi, je lui explique le dossier, il écrit à la commune. Okay. Mon dossier bloc refusé, pourquoi ? Parce que le local à vélo que j'avais déjà créé, ils estimaient que l'accès était compliqué, parce que l'angle de braquage d'un vélo était compliqué par rapport aux 2 autres vélos. 3 mois avec mon architecte, donc on est déjà au 8e, 9e mois du permis. 3 mois, mon architecte donc envoie des propositions à la commune. On ne trouve pas de solution. Je prends l'avocat, on prend rendez-vous, on va sur place. On rentre dans la commune. Mon architecte est là, mon avocat est là. Il y a une juriste gestionnaire du dossier qui est là. Il rentre, il lui fait la bise. Je regarde mon avocat, je dis, c'est bon, on a le permis. On est rentré, je t'ai expliqué. On a le plan, il y a les 3 vélos qui sont dessinés là. Elle dit, ah oui, l'angle de braquage. Et l'avocat lui dit, faut arrêter de déconner à un moment donné. Ça fait 9 mois qu'on traîne sur un emplacement vélo. Oh, mais si vous prenez ce vélo, vous le dessinez juste le long du garage. Pour nous, c'est bon, on vous donne le permis. Tu te rends compte ? Ah non, mais l'urbanisme, on en a plein. Hein. Mais c'est un truc de malade, en fait. Non, c'est comme les mezzanines. Non, mais tu dois payer un avocat. Ça m'a coûté 1 200 € sa visite pour faire la bise avec quelqu'un qui travaille à la commune pour que ce soit validé avec un coup de crayon. Ça fait cher le bisou. C'est pas ça normal. Ça fait très cher le bisou. C'est normal. Tu parlais des mezzanines aussi, une anecdote. Même chose. Moi, la première opération là, bon, donc on achète, c'est dans cette usine. Donc moi j'ai 160 mètres carrés au sol, 5,50 mètres sous plafond. Donc on fait mezzanine sur la moitié. Donc fatalement, je me retrouve avec 260 mètres carrés de surface habitable. Bon, permis global pour les châssis, le toit, le machin, et puis chacun doit rentrer son propre permis pour son aménagement intérieur. Donc on fait tout ça, et à un certain moment, ils viennent voir si les travaux ont été correctement réalisés. Et ils s'amènent, et 5,50 mètres, ça a l'air beaucoup, mais c'est 2,70, donc à un certain moment, t'as pas non plus énormément de marge avec la taille du plancher sur lequel tu marches fatalement. Donc on dépasse de 2-3 cm par rapport à la prescription urbanistique qui dit c'est autant minimum. Tu dois avoir 2,60 ou 2,60. Ouais. Mais vraiment, on parle de 2 ou 3 cm. Et
mon architecte, qui se trouve être mon frère, qu'on a reçu ici, dit ah ben c'est pas grave, hein, on va faire une demande de régularisation. Et le fonctionnaire nous dit vous n'avez pas envie de changer vos plans? Là-dessus mon frère dit faut me demander de faire un fonds en écriture, c'est ça? Non, pas du tout. Bien sûr qu'il nous demandait de faire un fonds en écriture. Il nous demandait de modifier nos plans par rapport à la réalité pour dire voilà, modifier vos plans et ça va passer, c'est bon. Alors finalement, il a dit ok, ça va, je note que c'est bon, on va pas se chipoter à 2 cm. Mais vraiment, en fait, le problème de l'urbanisme, et on en parlait avec Georges Louis dans l'émission politique, c'est que c'est c'est les rois du grain de sel. Exactement. Ils sont quand même architectes, attention, ils sont fonctionnaires à la commune. Ce dossier peut pas passer comme ça. Oui, mais le châssis, le truc, même si ça a rien à voir, mais c'est les rois du grain de sel. Ouais, exactement. J'ai l'impression qu'il y a toujours cette petite guéguerre entre les architectes qui travaillent à leur compte et puis les architectes communaux. Je sais pas pourquoi. Mais donc je retiens dans cet objectif de faire des plus-values, c'est qu'on peut remettre un projet qui peut être refusé, mais qu'avec un avocat un peu connu, qui a un réseau, on peut débloquer des situations. On peut débloquer des situations, ouais. On prend un risque. Ouais. Et il faut savoir que si on veut diviser quelque chose, si on doit passer par la case permis d'urbanisme, on prend un risque, et le risque, au niveau timing, on le prend après l'acquisition. Ouais. Parce que si on signe le compromis, dans les 4 mois, la vente doit passer. On ne peut pas dire j'attends mon permis. Donc la vente doit passer, elle passe, et tant pis si tu n'as pas ton permis après. Donc c'est un risque que l'investisseur accepte de prendre en connaissance de cause. On peut signer un compromis sous réserve de permis, il y en a de moins en moins. La personne qui veut vendre, moi ça m'intéresse pas ce que tu veux les gens veulent vendre. Bah après, quand tu signes ferme, l'avantage c'est que le prix que tu mets sur la table, il est ferme aussi. Il en veut 900 000, moi je lui propose 600 000. C'est à prendre ou à laisser. Voilà. T'as un immeuble où il y a des locataires, mais il n'est pas reconnu, c'est une ligne familiale. Voilà. Ken, toi qui travailles beaucoup sur l'achat, la rénovation, etc. Petite anecdote qui est sympa à raconter, qui est souvent pris en exemple, c'est le Wall Street Journal qui nous partage cette anecdote. C'est un gars qui a acheté un immeuble pour 3 millions et il a rénové et il a revendu à 6 millions. Il a fait une belle plus-value. Aujourd'hui, dans la rénovation, on peut encore aller chercher ce genre de plus-value-là? C'est difficile parce que là, on va prendre le cas des promoteurs sur Bruxelles. Aujourd'hui, ils doivent vendre très cher pour aller faire des plus-values intéressantes. Parce que comme disait Attila, tu vois, tu mets 1 million, tu veux 250 000, 300 000 de bénéf, mais quand eux, ils font des projets à 20 millions, tu vois, le bénéf est intéressant, mais avec le coût des matériaux et le prix qu'ils doivent vendre, parce que eux, ils ont encore d'autres problèmes que le petit entrepreneur, enfin petit, sans te manquer de respect, le petit entrepreneur qui fait l'immeuble de 4-5 appartes, eux, ils font des immeubles à 50 d'unités. L'urbanisme, eux, ils ont parfois mis des années et des années pour trouver un accord. Et donc, ils perdent des années et des années de crédit, comme l'avait dit Eric au début, parce que eux, ils ont fait l'achat, mais ils ont des crédits qui tournent, des intérêts qui tournent. Et à un moment donné, petit à petit, le temps passe et la marge diminue. Ouais. Et donc, ils se disent, merde, maintenant qu'on en vente, on va devoir, au lieu de vendre à 4 500, on va vendre 5 500 du mètre carré. Et à Bruxelles, aujourd'hui, quand tu vends ces prix-là, c'est cher. Ceci étant dit, les gros promoteurs, ils font pas de l'achat des coupes, ils construisent à la base. Donc le projet au début, on va dire depuis le début, est beaucoup plus clair. Ils peuvent demander le permis avant de commencer la commercialisation. Le souci dans on va dire les opérations que Attila a fait, c'est de dire là, la maison elle est là. Si je dois rentrer un permis, je sais que je vais dans l'inconnu et que je parie sur... certitude, perdre de temps, et j'avance pas, je reste sur place, je sais rien toucher. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la plus-value, pour aller la chercher, on est obligé de passer par des histoires de permis, où aujourd'hui, on peut encore, avec de la simple rénovation, en respectant ce qui est déjà acquis, aller chercher... La plus-value, c'est la différence entre ce que tu vends et ce que tu as payé comme achat et comme rénovation. Et donc, ça passe par connaître le marché, avoir les bons arguments, dire, moi, j'ai pas besoin de crédit bancaire. Cash, boum. Les gens vont sans doute, si ton interlocuteur a besoin d'argent, parce que ça arrive que des gens aient à un moment un peu plus compliqué, besoin d'argent, un divorce, un héritage, tout ça, ce sont des éléments sur lesquels on peut jouer pour faire baisser en fait le coût. Et donc c'est comme ça qu'on peut arriver aussi à faire des opérations intéressantes. C'est vrai qu'on a fait un chouette épisode sur l'art de la négociation et la plus-value, on peut aussi aller la chercher grâce à la négociation qu'on fait. C'est même la base, c'est même le premier truc qu'on peut faire et qui ne coûte pas trop d'argent. D'autres techniques intéressantes pour aller chercher des plus-values? Ça dépend. Est-ce que c'est forcément des plus-values sur l'achat-vente ou c'est... Moi, je trouve qu'à partir du moment où tu fais ton investissement dans l'immobilier, même à la garde en rentabilité locative, tu vas générer une plus-value. Certes, peut-être pas dans les 3-4 ans, mais au bout de 20 ans, tu verras que les années, elles passent de toute façon. Donc aujourd'hui, tu as 200 000 euros. Tu dis, qu'est-ce que je vais en faire? Investis dans un bien immobilier. Moi, je donne ce conseil à tout le monde.
Tu achètes un bien immobilier. Quand bien même tu le mets en location, on va dire que tu as remboursé 1 000 € à la banque. Tu le mets en location à 900 €. Tu dois suppléer 100 € par mois. C'est pas grave. Sur 10 ans, tu auras suppléé 10 000 €. Sur 20 ans, 20 000 €. Et à terme, tu auras ton capital, tu vas le retrouver de 200 000 €. Plus ton bien aura pris de la valeur, il vaudra peut-être 300 000 €. Mais n'oublie pas que tu as capitalisé par l'intermédiaire d'un locataire au final. Donc au bout de 20 ans, tu te retrouves avec 300 000 € pour lequel finalement tu as sorti que 20 000 € de ta poche. Hein. Tu vois. Donc si tu multiplies les opérations, bah, tu te retrouves au bout de 15-20 ans avec des sacrées plus-values au fait. Hein. Il est fort, hein. Non, mais c'est vrai qu'on parle de plus-value parce qu'évidemment, on se dit j'ai acheté autant, j'ai revendu autant, 6 mois plus tard, bam. Bon, d'abord, c'est plus brut, il y a un peu de taxation là-dessus. Hein. Mais surtout, le meilleur ami de la plus-value, c'est le temps. Oui. Parce que tant qu'un locataire qui paye le loyer, donc qui paye le coût, toi, quelque part, la plus-value, elle existe, elle est ce qu'on appelle latente. Tu l'encaisses au moment où tu vends. Exactement. Mais c'est pas pour ça que chaque année, ton bien, il va pas prendre 2, 2,5%, 3%, les grosses années, 5%. Tu as des moments où ça prend tellement. Après, post-Covid, là, tu as eu énormément d'augmentation des prix. Et voilà, c'est un moment aussi pour réaliser une plus-value sur l'un des biens. Ce qu'il faut savoir dans l'immobilier, c'est qu'en général, c'est plutôt du long terme. Donc, à long terme, on ne peut pas se planter. C'est difficile de se planter. Ce qu'on minimise aussi ici, c'est qu'il y a une maîtrise du marché. Tu vois, quelqu'un qui n'a jamais fait d'immobilier, il va faire sa première visite, c'est sûr qu'il va se tromper de prix, tu vois. Nous, on voit des biens via ta plateforme, tu en vois peut-être bien plus que moi en vrai. J'en vois quelques-uns. Donc il en voit plein. Attila aussi, il est agent immobilier au départ. Donc des biens, on en voit tous les jours, on en a vu tous les jours. Et donc quand on a l'opportunité, on l'a saisi directement, on l'a directement vu. Le gars qui fait jamais ça, il passe devant un truc, il dit ça a l'air intéressant. Il sait pas si c'est vraiment intéressant ou pas. Donc pour faire des plus-values, il faut maîtriser le marché. Donc ceux qui sont intéressés de se lancer dans l'immobilier, faites un maximum de visites. Allez voir des biens, pas juste sur Immeuble en disant j'adore Immeuble, ça. Tous ceux qui postulent On n'aime pas Qui ça Bip, ça Bip. Tous ceux qui postulent chez Winvest, ils disent j'arrête pas d'aller sur Volant, j'adore ça et tout. Ouais. C'est pas ça être agent immobilier. Voilà. Agent immobilier, c'est se déplacer, c'est aller visiter, voir l'état d'un bien, pourquoi ça coûte autant, et c'est maîtriser d'abord le marché. Et puis s'entourer d'entrepreneurs, d'agents immobiliers pour pouvoir trouver ces opportunités. Justement, s'entourer d'entrepreneurs, il y a une idée aussi reçue ou pas qui dit que si on veut investir dans l'immobilier et qu'on n'est pas manuel, qu'on n'est pas bricoleur et qu'on doit tout sous-traiter, ça sert même à rien de se lancer, on n'arrivera jamais à faire une bonne affaire. C'est pas vrai, je sous-traite tout. Ouais. Parce que c'est financé dans mon crédit. Donc mes travaux me coûtent 30 000 ou 35 000, 5 000 de différence sur un crédit de 20 ans. En vrai, ça coûte rien du tout. Et moi, je suis pas du tout manuel. Et je gagne mieux ma vie en travaillant qu'en prenant du temps pour aller faire des travaux. Parce que le plafonneur, lui, il va le faire en une journée. Moi, ça va me prendre 2 semaines déjà d'aller chercher les bons outils et tout. Je délègue tout. C'est plus rentable de déléguer quand tu sais pas le faire toi-même, évidemment, que tu n'as pas les outils, que de se dire je vais apprendre, je vais le faire moi-même. Donc moi, je délègue tout. J'ai mes entrepreneurs maintenant qui font tous mes chantiers. Je fais tout le temps la même chose. C'est très facile. Et l'immobilier, sur du long terme, même si tu n'y connais rien, ça pose pas un problème. Ça va plus poser un problème dans une optique de rentabilité sur du court terme, achat-revente. Si, fatalement, tu te dis, moi, je prends, je vais sur, je sais pas quelle plateforme, et je vais trouver des entrepreneurs, je connais rien. Là, tu as beaucoup de chance d'avoir beaucoup de probabilité de ne pas avoir le meilleur prix. Mais si tu connais, si tu connais des gens et que ils savent qu'aussi tu fais plusieurs opérations régulièrement, là tu risques d'avoir quand même des gens qui vont t'aider aussi parce qu'ils savent que tu vas revenir après, quoi. Attila. Ouais. Pour optimiser, j'en reviens un peu à ça, mais pour optimiser les plus-values, attends, je vais t'expliquer quelque chose, c'est important. Donc pour optimiser, parce qu'on parle de travaux maintenant. Faire one man show, Attila, je te jure, ça c'est un truc que tu dois faire à un moment donné. Non, écoute, pour optimiser les plus-values, attends, il y a une chose qui est importante qu'il faut savoir. Pourquoi je génère aussi un peu plus de plus-value que la moyenne sur mes opérations d'achat-revente? Déjà, j'ai de l'expérience, mais c'est pas que ça. C'est les corps de métier avec qui je travaille, les entreprises avec qui je travaille. Je travaille régulièrement avec eux. Donc je maîtrise des coûts, j'ai serré les coûts au départ, et maintenant, on travaille effectivement régulièrement ensemble. Mais voilà, je maîtrise les coûts de chaque poste. Okay, pour te donner une idée, un appartement 90 mètres carrés, un particulier va le finir à 100 000, 120 000. Moi, je le finis à 55 000, 60 000. Donc, à côté de ça, il n'y a pas que le coût de la main-d'œuvre. Tu as le coût des matières premières, des marchandises, des fournitures. Donc, lorsque moi, je décide de quel parquet je vais poser, de quel carrelage je vais poser, de quelle cuisine je vais choisir, c'est moi qui me rends directement chez le fournisseur qui négocie le prix. Tu vas sur je ne laisse pas cette marge à l'entrepreneur. Donc je lui demande de me faire un prix
pour la main-d'œuvre et pour la pose. Mais la marchandise, c'est moi qui la négocie au préalable. Donc j'ai déjà 40% de nouveau là, sur toutes les marchandises. Et ça, au final, ça fait une grosse différence à la sortie, à la fin de ton chantier. Que le particulier qui veut faire Ouais. quelque chose n'aura C'est pas. pas fait. Alors, de nouveau, réflexion bête. Est-ce qu'il y a des saisons, des moments dans l'année où tu sais que si tu revends à ce moment-là ou que tu achètes à ce moment-là, tu peux faire une meilleure affaire? Parce que tu sais que les gens déménagent plutôt l'été, parce que tu sais que les gens se séparent à telle période, donc il y a une... Je sais pas, je réfléchis à... J'ai la réponse de l'agent immobilier, il faut vendre toute l'année, tu vois. Oui. Il y a pas de... Non, en vrai, la vraie période morte dans l'immobilier, c'est les fêtes de fin d'année. Fin décembre, début janvier, là, commence pas à mettre un bien en vente, c'est pas... Attends 2 semaines, quoi, tu vois, c'est pas très grave. Mais le reste de l'année, il n'y a pas une période plus intéressante que l'autre. C'est des discours commerciaux en disant ah, maintenant le soleil arrive, on va mettre votre maison avec le jardin, est-ce qu'on s'en fout, tu vois. Mais pendant les fêtes de Noël, mets pas ta maison en ligne, quoi. Ok. Il y a d'autres techniques ou pas qui peuvent aider? Acheter pas cher et revendre cher. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. J'explique ça à mon fils tout le temps. T'achètes pas cher, tu fais des travaux pas chers du tout et tu vends très très cher. Et ça, tout le monde est content. Quelque Mais part, c'est est-ce bon. qu'on peut encore acheter pas cher aujourd'hui? Bah oui. Parce que les gens sont de plus en plus informés. Il faut Il y a des prendre- agents immobiliers de plus en plus Mais qui je vais- conseillent de mieux en Eh mieux. bien, là, je vais répondre plus sérieusement. Ouais. Oui, c'est possible si on se casse la tête un tout petit peu. Bien sûr. Et qu'on mouille sa chemise. C'est-à-dire qu'on doit aller sur les plateformes, pas que Immoveland. Ouais. On doit aller voir les agences. On doit faire les alertes en disant machin. Moi, j'ai acheté un appartement à la mer, pas rénovation ni rien, hein, c'est juste résidence secondaire. Je cherchais. Le premier, j'ai regardé, j'étais le 3e à visiter. Ah non, le premier à acheter. Le 2e, j'ai trouvé un autre qui convenait à mes critères. J'étais le 2e à visiter. J'ai dit, ok, ça m'intéresse. Non, non, ah non, il est vendu. Le 3e, à 7h du matin, j'ai appelé. Je suis allé le jour même. Donc, c'est possible de faire. Et je suis super content d'avoir fait mon opération. Mais celui qui est là dans son fauteuil entre la Champions League et Top Chef et qui de temps en temps regarde, ah ouais, celui-là, je vais regarder. Non, ça n'ira pas. Il faut vraiment être à l'écoute du marché, regarder, se renseigner, rappeler, aller visiter. Voilà, il faut être C'est actif. presque une passion. Ça, Ouais. ça doit être une passion parce que si tu le fais en disant ah, je dois faire de l'immobilier, tu le feras jamais. Si tu te dis ok, maintenant je fais de l'immobilier, bah, tu t'entoures, tu te renseignes et tu te dis ok, j'y vais. Et je disais tout à l'heure, va visiter un maximum de biens. Oui, tu te parce que déplaces, tu en- vas visiter. En plus, ouais. quand tu fais ça, quelque part, implicitement, tu acquiers une connaissance. Bien Et sûr. attends, celui-là, 250 000, j'en ai visité un il y a 3 jours, qui était exactement la même configuration dans le même quartier, qui était à 210 000. C'est quoi le truc? Le type essayait de m'avoir. Donc tu te fais aussi toi-même ton baromètre, quoi. Et si j'ai pas le temps, parce que j'ai envie d'investir, parce qu'on me dit d'investir dans l'immobilier, je travaille beaucoup, j'ai des enfants, est-ce qu'il y a des acteurs, des intermédiaires plus intéressants que d'autres pour justement faire fructifier ce capital sans que moi je doive aller à la recherche du bien incroyable? Ben, viens chez moi, il achète les produits finis. Je assure même la gestion locative s'il veut derrière. Non, mais ça dépend, j'ai toujours expliqué, ça dépend quel type d'investissement tu veux faire. Si tu veux faire des investissements en bon père de famille, parce que tu as déjà un job, tu es cadre ici, ou tu travailles là-bas, ou tu es plombier quelque part, tu peux parallèlement faire ton achat. Le tout, c'est de démarrer. C'est pas compliqué. Moi, mon premier achat, je l'ai fait à 25 ans. Ouais, 25 ans. Et puis, tout s'est enchaîné. Donc, j'ai acheté un bien, j'ai compris le mécanisme, j'ai compris le courtier, comment il fonctionne. À l'époque, on me faisait des prêts à 125%. Et puis, j'ai enchaîné. J'ai fait le premier, j'ai fait le deuxième, j'ai fait le troisième, j'ai fait le quatrième. Le plus dur, c'est de faire le premier. Mais à partir du moment où quelqu'un nous a guidés, où on a compris le mécanisme, donc c'est très simple. Allez voir d'abord un banquier ou votre courtier, vous leur montrez votre situation, vous dites voilà, mes revenus c'est autant, je peux prétendre à emprunter combien. Ensuite, voilà, vous allez sur Immoveland, vous cherchez les appartements qui sont listés, vous choisissez le secteur, vous avez plus ou moins la moyenne de prix, vous allez visiter quelques biens et tout ou tard l'acheteur est conscient du prix du marché. Il fait son premier achat, il passe son acte, il met son locataire, voilà, 6 mois, il a compris le système et ensuite il enchaîne. Et au bout de 20 ans, on en tire les fruits. Je vais donner un bête exemple. J'ai acheté un immeuble, alors très très fort, hein. J'ai acheté un immeuble à la Garde, en privé, en 2014, constitué de 4 unités. Bon, il y avait des petits trucs urbanistiques à faire, mais que j'ai arrangé à l'époque, c'était pas aussi chiant. 280 000 euros, plus frais de notaire, 330. Écoute bien, j'ai mis 70 000 en travaux, 400 000 produits finis. J'ai loué les 4 appartements, ça me rapportait grosso modo 2800 euros, 3000 euros, depuis 10 ans. Hein. Et je payais 1850 ou 9000, 2000 euros à la banque. Je sais plus, j'ai eu un taux à 2%. Ok. Aujourd'hui, je l'ai mis en vente. Les 4 unités, je sors 1 million. Mon solde restant dû, il est de 120 000 euros. C'est en privé, ça fait plus de 5 ans, je suis plus taxé sur la plus-value. Je fais 880 000 euros de plus-value.
Tu te rends compte? J'aurais jamais deviné il y a 10 ans. J'aurais dit, OK, il va finir à 600 000, ça va prendre de la valeur. Mais tu vois où ça vient? Donc on sous-estime des fois le marché. Mais le marché prend 3-5% chaque année. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un perdre de l'argent dans l'immobilier. En investissement, bon père de famille, il faut le faire parce vous perdrez jamais d'argent. Et puis si tu dis, comme tu disais, ton exemple, ouais, moi j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça, j'y connais pas grand-chose, ça m'intéresse pas, mais j'ai de l'argent, j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Il y a aussi des formules où on propose la vente, mais aussi la mise en location, la gestion locative. Ça devient presque un placement financier. Ouais, ça devient presque. Il y a de l'immobilier derrière, tu es propriétaire d'un bien, mais ça devient presque un placement financier. Et alors, plus intéressant que les placements financiers en bourse, on va dire, ou en action. Pourquoi? Parce que l'immobilier perd pas de valeur. On a passé toutes les crises. On a eu 2008, on a eu 2000, on a eu les subprimes, on a eu l'élimination des diables rouges. Non, mais il n'y a pas de perte de valeur dans l'immobilier. Ça prend 3-4% chaque année. Sur 5 ans, sur les 50 dernières années, sur 5 ans, tu n'as jamais eu une différence de 2 dates de 5 ans, jamais eu une baisse d'immobilier, jamais. Et en plus, ça te procure un revenu mensuel. Tandis que quand tu places des actions en bourse, tu as un intérêt annuel de 7-8%, une prise de valeur, mais ça ne te paye pas d'argent mensuellement. L'immobilier te paye de l'argent et plus il te donne une plus-value en fin d'année. L'immobilier permet surtout l'effet levier que la bourse ne permet pas. Et donc, c'est de multiplier les achats. Quand tu mets 100 000 en bourse et tu as 200 000, les 100 000 de bénéfices que tu as, la banque ne te dit pas, tiens, grâce aux 100 000, on va vous financer de nouveaux achats dans la bourse. Tandis que dans l'immobilier, tu achètes 100 000, ça vaut 200 000. La banque dit, tiens, vous avez 100 000 de sûreté, on va vous reprêter pour faire d'autres achats. Encore un truc pour répondre à ta question et pour faire ma pub. Moi, j'accompagne des clients qui souhaitent investir dans des appartements. Et en fait, on trouve des appartements ensemble. Je les mets en contact avec mon courtier, mon entrepreneur. On fait les travaux ensemble. Je trouve le locataire, on met la gestion locative. Ils s'occupent de rien. Ils doivent juste se déplacer pour signer des papiers. Mais voilà, comme ça, ma pub est faite. J'ai envie de vous challenger 2 secondes sur un truc. C'est une discussion de comptoir, là, clairement, que j'ai même eu hier avec 2 potes qui disaient... Ok, nous on est européens, on vit dans un certain confort maintenant depuis des décennies. On voit ce qui se passe dans le monde avec les BRICS, machin, etc. La dévaluation du dollar qu'on annonce, qui pourrait impacter l'Europe. Et est-ce que dans un contexte comme ça, est-ce que là il n'y a pas un risque que justement l'immobilier ne soit plus aussi stable que ce qu'il est depuis des années? C'est par essence la valeur refuge. Je veux dire, par rapport à tout le reste, la bourse, les devises, les matières premières, le bitcoin, enfin tout le bazar, il y a une valeur encore plus refuge que l'immobilier, c'est l'or. C'est tout. Mais on va dire en valeur sur laquelle on peut quand même avoir ses apaisements, sauf si demain il y a une guerre nucléaire qui éclate sur la terre entière. Mais là, je pense que la valeur immobilière, ce sera un peu le cadet de nos soucis. Mais donc notre référentiel, il est encore bon parce que notre référentiel, il vient aussi de ce qu'on connaît depuis. C'est-à-dire qu'on nous promet. Moi, j'entends aussi les Cassandres et les annonceurs de mauvaises nouvelles nous annoncer que l'immobilier a tellement pris, que c'est surévalué, qu'on va vers une correction. Je l'attends toujours, quoi. Moi, je veux bien, hein, mais je l'attends toujours. Les prix suivent bêtement l'inflation. Donc, tant que le pouvoir d'achat est là et que la demande est là, les prix continueront de monter et ce sera comme ça éternellement. Et puis tu vas 300 km au nord, tu es à Amsterdam, tu vas 300 km au sud, tu es à Paris, tu vas 500 km à l'est, tu es à Berlin. Les prix là, c'est autre chose. Hein. Attila, rapidement. Tu as encore plus de risques en laissant ton argent à la banque. Admettons, tu as des fonds propres et tu veux investir sur fonds propres. Si une banque fait faillite, tu as vu c'est quoi les garanties? C'est 100 000 euros. Tu as 300 000, tu perds 200 000. Ton immeuble ne va jamais perdre autant de valeur. Et à côté de ça, admettons, tu laisses 300 000 euros à la banque. C'est débile. Pourquoi? Parce que tu as ce risque, si une banque fait faillite, tu es assuré qu'à hauteur de 100 000 euros. Et à côté de ça, le compte épargne, il te rapporte 1%, peut-être 1,5%. Tu as une inflation de 5%. Tes 200 000, dans un an, il valent 190 000. Donc, tu as perdu 5% de sa valeur. Tandis que l'immobilier, une fois que tu as placé ton argent, le loyer est indexé. Donc, déjà, premièrement. Et secondo, le bien prend aussi de la valeur. Et donc, ils permettent de se défendre face à l'inflation, en fait. Pour revenir sur le sujet 2 secondes de la plus-value, vous savez, moi je m'informe sur des plateformes très sérieuses, TikTok. Et sur TikTok, j'ai vu là récemment des justement professionnels de l'immobilier qui se plaignaient et qui disaient que c'était de plus en plus difficile de vendre aujourd'hui, qu'il y avait quelque chose de bizarre en ce moment, qu'ils avaient du mal à vendre. Mais il faut appeler Winvest, comme ça. Ouais. Vous sentez quelque chose avec un bon site et un bon agent immobilier, ça passe. Non. Ce qui est sûr, c'est que vendre, c'est plus compliqué aujourd'hui parce que les taux d'intérêt augmentent, donc les capacités de remboursement sont plus limitées. Les banques prêtent peut-être un peu moins. Donc il y a un contexte, on va dire, pour le moment, qui fait que le marché est plus compliqué. Mais l'immobilier, c'est pas un contexte du moment. Okay. L'immobilier, c'est du long terme. Ouais. Et donc si tu regardes en long terme, on répète ce qu'on a encore dit, tu peux difficilement te planter. Les agents immobiliers qui ont commencé leur carrière pendant le Covid,
eux, ils prennent une claque maintenant parce qu'au Covid, t'ouvrais la porte, c'était vendu. Aujourd'hui, il faut un peu se démener, il faut aller chercher des clients et on vend les biens aujourd'hui en 2, 3, 4 mois. Le marché s'est ralenti. Les prix n'ont pas baissé, mais comme disait Eric tout à l'heure, c'est les acheteurs maintenant qui ont le pouvoir et ils prennent le temps de venir visiter, revisiter, viennent avec leur entrepreneur. Ils vont voir 10 courtiers aujourd'hui parce que comme les taux sont un peu plus élevés que pendant le Covid, ils refont leur petit marché. À l'époque, 0,5 ou 0,6, tu t'en foutais. Ouais, donc il y a une force de négociation aussi qui est plus grande aujourd'hui Il faut qu'avant. oublier une chose, c'est que les taux d'intérêt augmentent. Aïe, les taux d'intérêt augmentent, c'est une blague. Hein. Les taux d'intérêt ont un peu augmenté. Oui. Moi, j'ai connu des 8, 6, 8, 10% d'intérêt annuel. Hein, et ça choque à personne. On pense souvent avant et après, mais j'ai vu un chouette épisode, un chouette podcast. Non, mais c'est vrai, pendant, j'ai vu un chouette podcast sur Conseil Immo, justement, où on parlait de la renégociation du taux, qui est aussi un moyen d'aller chercher. Alors aujourd'hui, ce levier-là, on l'active. On peut très peu l'activer puisque pendant les 10 dernières années, on a injecté de l'argent, les banques centrales ont injecté de l'argent vraiment pas cher, quasiment gratuit. Donc fatalement, on peut renégocier son taux si on avait 8 et que le taux est à 4. Mais maintenant, comme les taux de base des opérations étaient déjà très bas, c'est un levier qu'on peut beaucoup moins activer. Ok, dernier sujet pour terminer, la taxation des plus-values. Ah oui. Tu en as parlé rapidement. L'horreur. Parce que c'est important de le dire et de l'intégrer dans son calcul. Eric, si tu peux un peu expliquer, on en est où aujourd'hui par rapport à cette taxation des plus-values? Tout dépend. Si on fait ça de manière, si on est un professionnel, si on est un professionnel, c'est une activité professionnelle et donc c'est simplement, on va dire, le compte de résultat, l'impôt des sociétés. Ok. Voilà. Ouais, voilà. Donc tu as toutes tes opérations, tes reventes, c'est ton produit, ton chiffre d'affaires, ton coût, c'est les achats et les rénovations, c'est l'impôt des sociétés. Et tu payes 25%. 24 sur ta base d'impôt. 24. Et ça va peut-être tomber à 20 un jour. 25. Mais donc pour un particulier, alors. 25. Alors pour les particuliers, tout dépend de la période dans laquelle il revend. S'il revend dans les 5 ans, il est taxé. S'il revend au-delà des 5 ans, on considère, sous réserve de vérification, mais je pense que je dis pas de bêtises, on considère que c'est une gestion de son patrimoine en bon père de famille et il n'y a pas de taxation. Donc à la garde, c'est minimum 5 ans. Et il faut déjà le vendre très très cher parce qu'en réalité, tu as j'allais dire une indemnité, c'est pas une indemnité, mais tu as un montant de base de 25% forfaitaire. Une déduction forfaitaire. C'est 25%, donc tu achètes 100 000, le lendemain tu revends 125 000, tu payes pas de plus-value. Tu as déjà ces 25% de frais forfaitaires et puis par année, tu as 5% qui viennent s'additionner. Okay. Donc tu peux déjà vendre vachement cher avant de devoir payer une plus-value. Et alors, si tu as été domicilié dans le bien, il n'y a pas de plus-value. Oui, c'est ça, parce que ici, je vois, parce que notre patronne a bien préparé l'émission, on la salue. Elle a marqué ici, voilà, si vous vendez un bien immobilier dans les 5 ans après l'avoir acheté, vous devrez payer une taxe sur la plus-value réalisée. Le montant de cette taxe est de 0% s'il s'agit de votre résidence principale, 16,5% pour les biens autres que votre résidence principale. 16,5, on est d'accord, c'est le bon chiffre. Ouais. Et alors 33% si la vente est considérée comme une spéculation. Ouais. Et à partir de quand c'est considéré comme une spéculation ? C'est vague. Ça dépend si tu as fait, admettons que tu as fait ça en particulier, si tu as fait plusieurs opérations sur un laps de temps court, sur 2-3 ans, tu as fait plusieurs achats-ventes, c'est de la spéculation. Si tu as une profession, si tu as ton métier, c'est un professionnel de l'immobilier, ils peuvent considérer aussi que c'était une spéculation, que tu l'as fait à titre professionnel. Voilà. En général, c'est ça les indices que le bureau des enregistrements prennent en compte. Ok, et si chipote, on appelle Monsieur Vanny Purzel, c'est ça ? Non, c'est en urbanisme. Ah, pardon. Pour le droit fiscal, vous allez chez Tiffany Afscrift. Ok, les références sont placées, on les mettra en commentaire cette vidéo. Bon, je crois qu'on est déjà. Je pas, parce que ça coûte les yeux de la tête. Les parais, les biens. Je crois qu'on est déjà à 40-45 minutes. Ça un peu ta rentabilité, Tiffany Afscrift. À 400 € de l'heure. On est déjà à 40-45 minutes, je pense. On a lancé le sujet. Donc, le but aussi, c'est que vous, maintenant, vous mettiez en commentaire aussi quelles sont les techniques que vous avez activées pour justement augmenter votre plus-value. Et on a certainement plein, on est passé à côté de plein de choses, mais c'était l'occasion justement de lancer le sujet. Et merci à vous, Ken, Attila et Monsieur Spitzer. Merci beaucoup d'avoir participé encore une fois à cette belle émission. C'était le retour de Ken, ça faisait longtemps moi, ça vu dans nos épisodes. Je croyais que vous m'aimiez plus. Mais ouais, tu nous envoyais un petit message pour nous dire quoi là, tu t'es tellement occupé par tes activités de coaching immobilier, on voulait pas te déranger. Mais non. Bon, les amis, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode, on vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux, puisque les meilleurs moments
toutes les punchlines de nos experts, on les découpe. Parfois, ça fait des millions de vues. Parfois, ça fait des millions d'insultes aussi. Et on vous rappelle d'être bienveillant en commentaire de ces vidéos. Toujours. Hein, c'est important. David rappelle les réseaux sociaux, c'est sur Internet. Oui, sur les internets. Et voilà. Non, le télétexte, c'est fini, Eric. Pardon. C'est fini. C'est fini. Bon, il y a du podcast et puis il y a notre site aussi, le rdvdesproprio.com, où ce qu'on essaie de faire, c'est après l'épisode aussi de partager un complément d'information. Donc allez voir, il y a pas mal de belles pépites à aller chercher là-bas. Merci aux partenaires, Imovlan, PNV Assurance, Eloya, la Fédération des électriciens, Brico, voilà, acheter des petits outils là pour rénover, et alors Belcharge hein, qui vous propose des bandes de recharge en copropriété, c'est très intéressant. On vous dit à bientôt les amis, ciao ciao.